La cyber est bien évidemment une pierre angulaire de la sécurité numérique, qui est elle-même une pierre angulaire de la souveraineté numérique, qui est elle-même une pierre angulaire de la souveraineté économique, qui est elle-même une pierre angulaire de la souveraineté tout court. Parler de souveraineté numérique, c'est honnêtement peut-être aussi ambitieux que de parler de lutte efficace contre le réchauffement climatique. C'est vraiment une entreprise collective de très longue haleine et on n'y arrivera pas si on ne mutualise pas nos ressources au niveau européen. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je suis de retour à Toulouse, au cœur du Salon Pro de la sécurité numérique, le CBC, pour vous proposer une interview exclusive avec Geoffrey Célestin Urbain, le président du Campus Cyber National. Bonjour Geoffrey. Bonjour Leslie. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous succédez donc à Michel Vandenberg à la présidence du Campus Cyber et j'aimerais faire le point avec vous aujourd'hui sur le rôle et la place des campus cyber au sein de notre écosystème. On va aussi parler de vos ambitions pour l'institution et des enjeux auxquels vous faites face. Mais avant tout ça, comme à mon habitude sur le podcast, j'aimerais en savoir plus sur votre parcours. Comment êtes-vous arrivé dans ce monde merveilleux qu'est la cybersécurité ? Par hasard ? Non, je rigole. Comme presque pas tout le monde. Pas complètement. Alors c'est vrai que je suis pas du tout un spécialiste de la cybersécurité au départ, donc j'apporte un regard un petit peu frais dans cette nouvelle communauté. Non, c'est pas totalement un hasard parce qu'en fait j'ai fait mes 6 dernières années, donc avant d'arriver au campus cyber, sur la sécurité économique. Je dirigeais la sécurité économique au sein de Bercy, et qui dit sécurité économique dit rachat de boîtes, mais dit aussi cyberattaque sur des actifs stratégiques, sur des entreprises stratégiques. Donc la cybersécurité était pas très loin de tout ça. Et donc le trait d'union entre les deux, c'est que j'ai beaucoup œuvré à la souveraineté économique quand j'étais à Bercy. Et là, je retrouve en fait cette problématique de la souveraineté sous l'angle numérique au campus cyber. Et j'en ai fait un marqueur fort justement de mon mandat de 3 ans. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. On va reparler de tout ça. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Comme je l'ai annoncé donc en introduction, je vous propose de revenir sur le rôle des campus cyber. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on n'est pas du milieu, il ne s'agit pas de campus universitaires dédiés à la cybersécurité. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un campus cyber et quelles étaient les ambitions de départ ? Ouais, alors effectivement, c'est pas un campus au sens universitaire, donc il faut effectivement pas se visualiser ou se représenter une espèce de gigantesque emprise avec de la verdure, des cantines, etc. et un ensemble horizontal. C'est plutôt un ensemble vertical. En fait, c'est une tour située dans le quartier de la Défense, juste à côté de Paris, au nord-ouest de Paris, avec 13 étages et qui rassemble en fait les principaux acteurs de la cybersécurité française / européenne, parce qu'on a aussi des acteurs européens. Et c'est ça un peu l'ADN, le point de départ, c'était de rassembler et donc de construire une colocalisation de ces acteurs-là. Et on les a tous en termes de typologie d'acteurs. On a des grands groupes, on a des petits groupes, on a des plus petits groupes, donc des PME, des ETI, des startups. On a à la fois l'offre et la demande, donc on a les offreurs de cybersécurité et puis la demande au sens où on héberge au campus cyber une 40aine de directions cyber de grands groupes français, donc du côté des bénéficiaires, enfin des utilisateurs finaux. On a évidemment des services de l'État, notamment l'ANSSI, mais pas que. On a des écoles de formation, donc c'est là que ça se rapproche un peu plus du campus au sens universitaire du terme. On a des milliers d'étudiants qui sont formés sur le campus chaque année. Ah, tout de même. Tout de même, quand même. On ne s'est pas complètement usurpé comme appellation. On a aussi des instituts de recherche, CNRS, INRIA, IMT, etc. On a des associations. Et voilà, et donc ça fait un bel écosystème, en tous les cas sur le papier, de personnes et d'entités qu'on a réussi à rassembler en très peu de temps. Donc l'ambition initiale, c'était celle-là, c'était déjà de mettre tout le monde au même endroit pour pouvoir ensuite produire des synergies. Alors justement, à l'ère du tout numérique, il semble indispensable de se réunir physiquement dans ce milieu, de se souder, de travailler ensemble main dans la main, au-delà de la concurrence qui peut régner entre les différents acteurs. Comment est-ce qu'on explique ce besoin ou cet état d'esprit dans la cyber ? Là, on l'explique peut-être par une espèce de forme de résistance spirituelle et humaine, parce que moi je ne crois pas du tout au tout virtuel. Je pense qu'au bout d'un moment, pour bâtir des écosystèmes, on bâtit pas des écosystèmes sur des systèmes de communication numérique uniquement. Des écosystèmes, c'est des ensembles d'êtres humains qui collaborent entre eux. Et donc, moi, je crois vraiment aux vertus du présentiel, de la cohabitation physique. Évidemment, il y a tout un tas de choses qui se passent par mail, etc. On n'est pas obligé d'être spécialement sur le campus pour pouvoir développer des collaborations
collaboration. Mais pour moi, c'est un booster de pouvoir se rencontrer physiquement. Et donc ça, c'est un vrai sujet à l'heure de l'intelligence artificielle, où les êtres humains se demandent qu'est-ce qui leur restera comme part du gâteau. Moi, je suis fermement convaincu, presque en termes de vision de civilisation, qu'il faut qu'on résiste. Et les écosystèmes comme le campus, des écosystèmes d'humains, sont une forme de résistance à ça. Puis au-delà de l'aspect résistance, au plan instrumental, si on veut être efficace comme un écosystème, il faut être au même endroit. Alors ensuite, on a vu fleurir des campus cyber régionaux un peu partout en France. Il y en a à Toulouse, Marseille, à Lille. Pourquoi c'est important de développer aussi cet écosystème au niveau régional ? Parce que pour l'importance de la proximité en fait. C'est-à-dire que si on veut offrir ensemble avec les autres campus des services ou des produits à l'ensemble du tissu économique français, on peut pas demander à une PME qui est basée à Limoges ou qui est basée à Nancy ou qui est basée en Corse de se déplacer jusqu'à Paris pour avoir ses locaux et pour pouvoir bénéficier de l'effet écosystème. Donc notre pari à tous dans ce réseau des campus cyber, c'est de dire peu importe la porte d'entrée, il faut que les PME françaises, les collectivités locales aient un point d'attache en fait local près d'eux et puissent à travers cette porte d'entrée accéder à un ensemble de services et de produits qui sont à peu près harmonisés entre les différents campus cyber. Donc l'important c'est la proximité et derrière la proximité qui est une forme d'harmonisation, de mutualisation des bonnes pratiques et de ce qu'on offre à nos PME et à nos collectivités locales. Et quel est aujourd'hui le lien entre les différents campus cyber ? C'est un lien réseau déjà. Le lien réseau, il est matérialisé par le fait que dans la gouvernance du campus cyber national, il y a un certain nombre de collèges au conseil d'administration. Parmi ces collèges, il y a un collège des régions, dans lequel nous avons aujourd'hui 11 régions sur 13 en France, donc elles sont pratiquement toutes couvertes, sauf Pays de Loire et Centre Val de Loire. Voilà un peu notre nouvelle frontière géographique. Et à l'intérieur des régions partenaires, vous avez des régions qui sont dotées d'un campus cyber régional labellisé. Et donc sur les 11 régions qu'on a aujourd'hui, vous en avez 7 qui ont un campus cyber qui est officiellement labellisé. Tout à l'heure, là, dans pas plus tard que dans une heure, on va procéder à la labellisation officielle du campus cyber Occitanie. On a aussi Grand Est qui a rejoint le réseau. Donc voilà, donc 11 régions couvertes et 7 avec des campus cyber territoriaux labellisés comme faisant partie du réseau. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup labellisé ? Quels sont les prérequis pour être labellisé campus cyber ? Alors, les campus labellisés répondent à un cahier des charges précis. Ce cahier des charges garantit en fait que le projet de campus cyber régional est solide, qu'il produit des externalités socio-économiques, c'est-à-dire des bénéfices pour l'ensemble de la collectivité cyber au niveau local, qui rentre dans une dynamique de réseau aussi. Si vous rentrez comme campus cyber labellisé, c'est que vous êtes prêt à coopérer avec l'ensemble des campus cyber régionaux et avec le campus cyber national. Et ça c'est un prérequis extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on joue vraiment collectif. Et je pense que c'est un élément super important parce que la tentation est forte en France, vous le savez, de jouer un peu sa carte individuelle, etc. Nous, on est là pour apporter du collectif, apporter de la simplification à toutes ces PME, ces collectivités locales qui veulent se cyberprotéger et qui savent bien souvent pas à qui s'adresser. Donc, on leur dit, vous avez le réseau pour vous aider. Donc ça, c'est la mission qui les réunit, c'est vraiment apporter cet accompagnement aux PME, aux collectivités, au niveau local, qu'ils aient une porte d'entrée, quelqu'un à qui s'adresser sur les sujets de cybersécurité. Ouais. Alors, vous avez été nommé président du campus cyber national en mars 2025 pour un mandat de 3 ans. Quels sont, vos projets et vos ambitions pour l'institution ? Quelle est votre feuille de route ? Alors effectivement, je suis arrivé en poste en juin après une nomination officielle en mars. Le projet, en fait, il est à la fois simple et compliqué, et il est ambitieux et basique. C'est un mélange de tout ça. C'est de créer véritablement un écosystème à partir de la colocalisation des acteurs qu'on a aujourd'hui. Donc on a un écosystème un peu sur le papier aujourd'hui, et le but c'est que ça devienne un écosystème réalité où on multiplie les collaborations entre acteurs sur place. Et on a tout un tas d'exemples de collaborations potentielles qu'on peut mettre en place. Je vous prends un exemple. Une start-up qui rentre sur le campus, elle peut entrer directement en contact avec un écosystème qui va booster son développement à plusieurs niveaux. Elle a accès à la demande, puisqu'il y a les équipes cyber des grands groupes. Elle a accès aux PME, ETI de la cyber qui sont déjà passées par les stades auxquels elle va être confrontée, donc ils peuvent l'aider dans son développement. Elle a l'État qui est sur place aussi, à travers différents services. Donc elle a également des instituts de recherche, de R&D qui peuvent justement contribuer à sa recherche et à son développement. Donc en fait, nous, on veut multiplier au cours des 3 prochaines années les interactions, les collaborations fructueuses pour ces différents acteurs de la cyber. Et ça peut pas se faire totalement spontanément, donc il faut l'orchestrer. Ça, j'allais vous demander comment on fait.
Mais alors déjà, en accordant l'importance qu'elle mérite à tout ce qui est animation de la communauté humaine sur place et orchestration des synergies métiers. Et ça, c'est un boulot presque à temps plein. Et donc, il faut un orchestrateur. Et cet orchestrateur, c'est l'équipe du campus cyber qui va s'en occuper. Orchestrer les synergies et faire en sorte de développer des cas d'usage où on met les acteurs en commun. Donc, c'est pas juste de la production de livrables ou de la production de rapports, mais c'est véritablement des synergies qui doivent apporter de la valeur à chacun des acteurs. Donc, la feuille de route au cours des 3 prochaines années, c'est en gros l'année 2026, c'est pousser les feux à fond en termes de création d'interactions productrices de valeur. Et puis ensuite, 2026-2027, élargir un peu la palette et attaquer des thématiques qui sont des thématiques qui concernent l'écosystème numérique français dans son ensemble. La souveraineté en fait partie, évidemment. Alors moi, j'ai l'impression que les campus cyber, c'est surtout des lieux où on peut louer des bureaux si on est un acteur de la cybersécurité. Et comment on fait pour que ces campus y deviennent plus qu'une location de bureau pour les acteurs de l'écosystème? Pour le coup, la question, elle est complètement légitime. Et moi, je me la suis posée en fait en arrivant. C'est-à-dire que le constat qui a été fait par beaucoup de monde, c'est que effectivement, les entités qu'on a sur le campus louent des locaux, louent des espaces de travail, louent des salles de réunion, font des événements sur place. Mais ce qui manque, c'est l'after en fait, d'une certaine matière. Il manque un peu la matière derrière et la substance. Et la substance, c'est précisément d'aller au-delà de cette dimension immobilière et d'apporter de la valeur par le lien. En fait, aujourd'hui, on a l'infrastructure, mais il faut arriver à faire circuler les humains, les idées, les projets, etc. Et donc, comment on fait? En s'y consacrant à plein temps. Comment vous allez mesurer ce progrès? Alors ça, c'est une des nouveautés, c'est-à-dire qu'on va le mesurer également. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de métrique qui permet d'analyser dans quelle mesure la mayonnaise a pris, en fait. On a des métriques sur les mètres carrés qui sont loués, mais on a des métriques sur la présence des gens sur place. Mais typiquement, moi, je pense qu'il faut mettre au même niveau ces 2 métriques. Les mètres carrés, c'est très bien, il faut louer parce que c'est le business du campus aujourd'hui. Mais le business du campus et son ADN, c'est aussi que les gens soient présents sur place. Et donc, c'est pas évident parce qu'il faut qu'on arrive à trouver des parades, justement, au tout télétravail. Parce que pour être un écosystème, il faut que les gens soient là, soient sur place et ouvrent leur chakra. Et du fait de l'individualisme et de manière générale, en fait, les gens vont pas le faire spontanément. Et donc, il faut quelqu'un pour les pousser un petit peu, à pousser chacun à sortir de sa coquille. Et ça ne se fera que si les collaborateurs qui sont présents sur le campus comprennent la valeur qu'il y a à s'ouvrir aux autres. Et il y a plein d'exemples de synergies qu'on peut pousser. Les laboratoires de recherche, ça les intéresse de savoir si les innovations, les inventions qu'ils vont faire vont pouvoir se développer dans le secteur privé. Donc, d'être mis en lien avec les entreprises. Une start-up aujourd'hui qui est positionnée sur de la R&D en matière de cybersécurité, que ce soit sur les produits et les services, ça va l'intéresser naturellement de savoir sur quoi les chercheurs publics en France bossent en matière de cybersécurité. Donc, notre idée, c'est d'orchestrer tout ça. Et le KPI qu'on peut imaginer là-dessus, typiquement, c'est le nombre de collaborations qu'on arrive à créer entre des startups et des grands RSSI du CAC 40 qui sont là sur place. C'est le volume d'achat des grands RSSI français qui sont présents sur place au campus cyber, le volume d'achat français typiquement auprès d'acteurs qui sont présents sur le campus. Donc il y a plein de métriques qu'on peut inventer pour mesurer la valeur apportée par le campus. Alors justement, une autre métrique intéressante qui me vient, c'est le nombre de PME ou de collectivités qui vont s'adresser au campus cyber pour avoir de l'aide, un accompagnement ou de l'information sur leur cybersécurité. Est-ce que c'est prévu ? Ouais, c'est prévu. Alors, il y a à la fois les PME, les collectivités qui peuvent devenir membres des campus cyber. Il y a plusieurs modalités. On peut être membre actionnaire, on peut être membre actionnaire sans avoir de locaux, on peut avoir des locaux sans être membre actionnaire, et on peut être aussi partenaire extérieur, entre guillemets, du campus. Donc, il y a ce premier aspect. Après, je pense que derrière votre question, il y a qu'est-ce qu'on fait pour l'écosystème au sens large. Et donc ça, c'est un peu notre terrain de jeu naturel. C'est notre cible, c'est les PME, les collectivités locales Nice 2, typiquement. On parle de 15 à 20 000 entités. Et notre objectif, c'est de proposer à ces entités un parcours d'accompagnement sur les campus cyber. Pas uniquement à Paris, du reste, mais dans les différents campus cyber régionaux. Et notre objectif, c'est que ces PME, ces collectivités qui vont rentrer dans la mécanique du droit européen, etc., puissent s'outiller de manière facile, en termes de go-to-market, qu'elles aient un accès via les campus cyber à l'offre de cybersécurité, puisqu'on héberge l'offre, exactement, locale, qu'elles aient accès de manière simplifiée à toutes les ressources dont elles auront besoin pour se conformer à la directive et de manière générale pour mieux se protéger. Et ça, des opérateurs comme les campus cyber doivent remplir ce rôle, c'est leur responsabilité.
on est des opérateurs d'échelle. Donc on peut connecter à la bonne échelle à la fois la demande et l'offre. Et comment ça se passe du coup si on a besoin d'informations, on vient, on rentre dans le campus cyber, il y a un accueil, on peut se renseigner. Comment ça se passe pour prendre contact avec? C'est un peu la when again, on va dire, un petit peu comme ça. Vous pouvez rentrer et puis trouver des acteurs, etc. Nous, on veut mettre ça à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut que les PME, les collectivités locales ou n'importe quel acteur qui rentre dans le campus cyber puisse mettre ses pieds dans des chaussons et soit naturellement pris en charge et ait très peu d'efforts à faire pour l'emmener à la case valeur pour lui. Et donc ça nécessite, je reviens sur le terme un peu techno, mais qui n'est pas, d'orchestration. Et donc nous n'ouvrirons notre plateforme NIS2 que le jour où on sera totalement prêt de A à Z à dire à ces PME, ces collectivités, vous venez sur le campus et voilà comment ça va se passer pour vous, vous n'aurez pas d'efforts à faire. Et c'est prévu à horizon quand, cette plateforme NIS2? Alors, il faut le temps, effectivement, de designer la plateforme, de mettre en ordre de marche l'ensemble des acteurs qu'on a sur le campus, évidemment, pour pouvoir ensuite déployer la plateforme. Donc, ça va prendre quelques mois quand même pour être totalement... En 2026, Oui, 2026 et full implémentation, pour parler en bon français. Déploiement total, je pense, effectivement, courant 2026, début 2027. Et là, on parle de beaucoup de monde, donc il faut qu'on soit... C'est pas juste être capable d'accueillir 100, 200 entités sur place, c'est être capable d'accueillir à un moment donné de leur parcours cyber plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'acteurs. Donc c'est un autre game, c'est un autre jeu. Donc il faut qu'on soit vraiment prêt. Passer à l'échelle. Voilà. Alors peu après votre nomination, vous avez aussi déclaré vouloir sortir de la posture neutre du campus pour une posture engagée. Vous annoncez également que l'institution va se doter d'une doctrine. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Merci de reprendre ces termes, Leslie. C'était passé un petit peu inaperçu. Je pense que c'est effectivement tout sauf neutre de sortir de cette posture de neutralité. Je pense que le campus jusqu'à présent était resté un petit peu en dehors des grands débats sur la souveraineté, sur la massification de la cyber-résilience, sur comment arriver à mieux se faire matcher l'offre et la demande. Ça, c'est fini. Donc, l'idée, c'est qu'on se coltine les problématiques un peu galères parce qu'on est un opérateur public-privé, donc on a naturellement la responsabilité de s'attaquer à ces problématiques. Pas juste pour le plaisir, mais parce que on est face à des défis qui sont d'une très grande complexité et qui nécessitent justement des acteurs comme le nôtre capables d'apporter de la convergence, d'aligner l'agenda des acteurs privés et des acteurs publics. Et donc oui, on va sortir de cette posture neutre. Ça a commencé au sens où moi j'hésite pas à parler de souveraineté numérique. Je trouve que c'est pas un gros mot. Je pense qu'il faut rester sur ce vocable de souveraineté numérique comme un horizon politique et un horizon économique très fort et le bâtir par des jalons très très concrets. C'est un chemin très très long. Ça va pas se faire en 2 ans, ça va pas se faire en 5 ans, ça va pas se faire en 10 ans. Et donc l'horizon, ça doit être un horizon de souveraineté numérique. Et donc le changement de posture, c'est ça, c'est assumer le fait qu'en France et en Europe, on est confronté à cet impératif-là et qu'il faut qu'on s'outille. Donc le campus cyber est là pour outiller les différents acteurs sur ces questions-là. C'est pareil sur la formation, typiquement. Quelle est la position du campus cyber sur la formation? Il faut qu'on arrive à dépasser cette vision un petit peu simpliste qui est de dire voilà, on forme énormément de gens, mais les entreprises ont des besoins qui ne sont pas aujourd'hui assouvis. On parle souvent d'un gap quantitatif entre l'offre et la demande. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus profondément sur cette thématique de la formation pour savoir quels sont les métiers qui manquent, quels sont les métiers sur lesquels il n'y a pas de pénurie. Donc tout ça, il faut arriver à se coltiner ces problématiques vraiment au cœur. Et je vous invite à écouter l'épisode sorti en septembre avec Étienne Cabra en partenariat avec Open Classroom sur le sujet de la formation. Et avec vous, j'aimerais revenir sur le sujet de la souveraineté numérique qui est un sujet phare qu'on trouve à la une de tous les salons cyber de l'année. C'est vraiment le sujet dont tout le monde parle en ce moment qui est beaucoup débattu. Quelle est votre définition à vous de la souveraineté numérique? Alors déjà en matière cyber, peut-être, souveraineté cyber, c'est se protéger grâce à nos solutions. Voilà. De manière très, très ramassée. Alors, se protéger, ça veut dire en gros avoir un niveau de protection suffisant, satisfaisant, suffisamment élevé. Parce qu'en fait, c'est un combat, ça a été dit ce matin à Toulouse d'ailleurs, c'est un combat un peu sans fin d'une certaine manière parce qu'il y aura toujours de nouvelles cyberattaques. C'est une guerre qui va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il faut viser un niveau de protection suffisamment élevé. Et avec nos propres solutions, ça veut dire avec nos solutions françaises et européennes. Et est-ce qu'on les a, ces solutions? On les a. On les a carrément, on les a. Je pense qu'au global, si on additionne l'ensemble des forces françaises et européennes de la cybersécurité, en fait, on couvre nos besoins sur beaucoup de choses. Les antivirus, la gestion sécurisée des identités, les firewalls, les SOC, tout ce que vous voulez. Honnêtement, on a une offre qui est extrêmement riche et qui couvre les différents segments de marché.
Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une capacité à agréger ces offres, à faire se marier les produits, à plateformiser en fait nos offres. C'est ce que les Américains ont réussi à faire parce que by design, nativement, le numérique est américain depuis qu'on s'est numérisé en Europe. Donc ce que les Américains ont réussi à faire, c'est à créer un système numérique dans lequel on est tous enveloppés et où la cyber est juste une brique comme une autre. Nous, il faut qu'on arrive à... C'est ça qui est pas simple. Pas juste à se rajouter dans ce système comme étant juste des briques, parce qu'on gagnera pas la bataille de la souveraineté numérique comme ça, mais quelque part à refaire système, mais à recréer une infrastructure numérique complète, progressivement, qui arrive justement à plateformiser nos offres. Aujourd'hui, la part de marché des acteurs européens sur la cyber est très faible. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte de créer un cadre propice à l'augmentation de cette part de marché, progressivement. De passer de, je vous donne un chiffre, pas au hasard complètement, mais pas scientifique, de passer de 10% aujourd'hui à 15% dans 3 ans, 20% dans 5 ans. Là, je vous donne des chiffres au hasard, mais c'est pour illustrer le fait que notre marche vers la souveraineté numérique doit être balisée par un objectif qui est clair et par un cheminement qui est jalonné avec des objectifs intermédiaires. On l'a fait sur le changement climatique. L'Europe a dit « je veux être neutre en carbone à 2050 ». Et ben, il faut qu'on raisonne de la même manière en Europe avec un objectif, pas de neutralité numérique, ça voudrait rien dire, mais un objectif de souveraineté clair et un chemin avec des objectifs intermédiaires. Justement, j'avais vous demander quelles sont les actions concrètes qui sont déjà aujourd'hui mises en place par l'État pour encourager le développement de solutions souveraines. Et est-ce que ça vous semble réaliste, ce que vous m'exposez aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, je prends pour exemple la French Tech et puis de manière générale le soutien de l'État à travers le plan France Relance, à travers les stratégies numériques de l'État en matière quantique, en matière d'intelligence artificielle, en matière cyber, sur la blockchain. Donc l'État met énormément d'argent sur l'innovation, sur la partie amont et sur la transformation de cette innovation en start-up. Là où c'est plus difficile pour l'ensemble du collectif français, c'est de faire en sorte que ces startups passent à l'échelle. Et elles ne passeront à l'échelle que si elles ont des marchés, et que si elles ont des marchés publics et des marchés privés, à la fois en France et en Europe. Et les marchés ne manquent pas, puisque la demande en cybersécurité va croître. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'en fait, cette demande soit orientée naturellement, s'adresse à nos offreurs. Donc aujourd'hui, transformer cet écosystème qui est essentiellement composé de startups de grande qualité et d'un nombre important de PME en un écosystème capable de générer des champions européens. Et un champion européen, c'est un acteur européen qui arrive à avoir une part de marché dominante sur son marché. Est-ce il faudrait qu'on ait des GAFAM européens ? Oui, alors à terme, il faudrait qu'on ait des GAFAM européens, mais qu'on ait déjà des acteurs qui sont capables d'avoir 20-30% de part de marché sur la cybersécurité en Europe et pas au niveau français. Ça, ce serait déjà pas mal. Et à partir de ça, on pourrait véritablement bâtir un socle d'offres suffisant en matière numérique. Donc là, on parle que de la cyber, mais en réalité, on pourrait multiplier en fractal le problème par 100 et se dire, on a le même défi sur les semi-conducteurs, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, etc., etc. Donc, parler de souveraineté numérique, c'est honnêtement peut-être aussi ambitieux que de parler de lutte efficace contre le réchauffement climatique. C'est vraiment une entreprise collective de très longue haleine et on n'y arrivera pas si on ne pool pas, si on ne mutualise pas nos ressources au niveau européen. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir des ordinateurs conceptualisés en Europe qui contiennent des softwares européens, à l'image un peu des projets de fusée Ariane qui nous garantissent une certaine indépendance dans le domaine du spatial. Est-ce que c'est envisageable d'avoir des équipes européennes qui travaillent à la conception d'outils européens ? Complètement, ça a commencé d'ailleurs en matière numérique. On a des acteurs de taille européenne qui sont bien souvent français, mais pas uniquement. Vous prenez un acteur comme Atos, Soprasteria, Capgemini, Orange, Thales, ce sont des acteurs dont le terrain de jeu naturel est l'Europe et également l'international, là pour le coup. La semaine dernière, j'étais à Berlin pour le sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique, où Mistral AI et SAP ont lancé un partenariat. Donc il y a des choses qui se passent en Europe. Il faut arriver à multiplier ces partenariats et à faire en sorte que ça débouche vraiment sur la création de valeur au plan industriel. Donc moi j'y crois, ce que vous avez proposé. Donc il faut inventer le chemin jusqu'à ça. Et il faut y aller, je crois, beaucoup aux petites preuves d'amour pour aller à l'amour suprême qui est le jour où on sera numériquement souverain. Et ces preuves d'amour se construisent par des marchés, par des contrats, par de la confiance, par des partenariats. Et je trouve vraiment que le sommet de la semaine dernière avec le président Macron et avec le chancelier allemand Friedrich Merz, avec la ministre Anne Le Henanff et le ministre allemand du numérique, franchement, a mis une belle impulsion. Et ça part du cœur franco-allemand et ça doit pouvoir s'étendre partout en Europe. Moi, je crois vraiment à cet élan.
C'est la première fois qu'on parle d'amour dans mon podcast sur la cybersécurité. C'est super. Mais il va aussi y avoir un gros travail d'éducation des acheteurs pour choisir des solutions européennes. Je veux dire, on est tous habitués depuis des années, depuis toujours, à acheter des solutions américaines sans se poser de questions. Maintenant, il y a des solutions chinoises qui sont en train d'arriver sur le marché et ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour eux. Comment on va mettre en place tout ça pour gagner la confiance des acheteurs finalement dans les solutions européennes? Je vais répondre avec la confiance. Déjà, par la connaissance, vous pouvez pas faire confiance à ce que vous connaissez pas. Donc le rôle d'un acteur comme le campus cyber, et tous les campus cyber d'ailleurs en France, c'est de faire en sorte que les acheteurs connaissent les offreurs. Et le fait de les regrouper physiquement, on reprend le début du podcast, est quand même un atout majeur pour ça. Et donc, nous, d'orchestrer cette connaissance mutuelle. Et ensuite, à partir de la connaissance, de créer de la confiance. Et ça passe par des preuves de marché, par des preuves de concept, par des produits qui sont déployés dans ces entreprises et qui marchent, et de le faire savoir, etc. Et donc, moi, je parlerai pas vraiment d'éducation des acheteurs parce que ça suppose que les acheteurs sont des enfants à qui il faut apprendre la vie. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a bien des acheteurs qui sont désireux de faire la bascule, désireux d'acheter des solutions françaises, mais ils sont, comme l'ensemble du numérique en Europe, pris dans un système où ils ne sont pas réellement incités à le faire. Sauf quand leur grand patron leur demande de le faire, et sauf quand ils ont la perception de pouvoir le faire sans trop de risques commerciaux ou technologiques. Moi, je suis convaincu qu'il faut arriver à créer un cadre où ils sont capables de faire confiance à ces offres français, qui sont encore une fois merveilleux, avec des solutions de confiance. Et donc, connaissance, confiance, prototypage, test de projet dans les entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'on construira. Et pour ça, il faut des opérateurs de confiance comme le campus. Alors, on parle de souveraineté, de numérique ou encore de sécurité numérique. Est-ce que le mot cybersécurité a encore sa place ou est-ce que le paradigme est en train de changer ? Ah oui, alors là, pour le coup, le mot cybersécurité est complètement d'actualité. Il le sera encore, malheureusement, entre guillemets, pendant longtemps. C'est ce que je vous disais un peu sur, pas le jour sans fin sur les attaques, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on assiste, alors peut-être pas à un nouveau type d'attaque, mais à des attaques plus rapides, plus automatisées, qui peuvent plus facilement passer à l'échelle. Donc, typiquement, même si on isolait tous les autres facteurs de menace, si on prenait juste l'intelligence artificielle, on aurait du boulot pour encore pas mal de décennies. Donc non, la cybersécurité est évidemment un secteur du passé, du présent et de l'avenir. Et c'est une brique parmi d'autres de la sécurité numérique. Et effectivement, une organisation aujourd'hui, une grande entreprise ou une petite entreprise, elle doit viser à la résilience numérique. Si elle veut être résiliente numériquement, il faut qu'elle soit résiliente au plan cyber. Et résilient au plan cyber, ça veut dire bien protégé. Et au-delà d'être bien protégé, ça veut dire, même si je suis bien protégé, le jour où je suis en situation de crise, que je sois en capacité de bien gérer la crise. Et ensuite, après la crise, de reconstruire mon système d'information. Donc la cyber est bien évidemment une pierre angulaire de la sécurité numérique, qui est elle-même une pierre angulaire de la souveraineté numérique, qui est elle-même une pierre angulaire de la souveraineté économique, qui est elle-même une pierre angulaire de la souveraineté tout court. Est-ce qu'on devrait renommer le campus cyber pour plus de clarté ? Pas dans l'immédiat, je pense pas, mais très honnêtement, dans la réalité des choses, on est le campus cyber, mais on est le campus du numérique de confiance. Et donc, il ne se passe pas un jour sans que les équipes du campus ne parlent d'intelligence artificielle, de quantique, de lutte contre la désinformation, de sécurité cognitive et informationnelle, de tout ça. Donc en fait, nos chakras, il faut qu'on les ouvre parce que faire de la cybersécurité en vase clos, ça n'aurait aucun sens. Donc renommer, moi je pense pas qu'on en ait besoin, mais de facto, on est un campus du numérique de confiance et on accueille des boîtes de l'IA. Campus du numérique de confiance. Ouais. Et justement, il existe une certaine porosité entre le monde de la cyber, le monde de l'IA. Est-ce qu'il va falloir structurer les acteurs de l'IA, un peu comme ce qu'on essaye de faire en cyber? Quels sont les projets à ce sujet? Ouais, je pense qu'il y a toujours besoin de structurer des filières au niveau français. Encore une fois, on arrive à susciter la genèse, la création, la naissance d'entreprises. Ensuite, je pense que les filières dont on parle ont besoin de structure et ont besoin de cadres comme le campus cyber, par exemple, pour accompagner leur développement et pour faire en sorte vraiment que le développement de l'offre se fasse en même temps que le développement de la demande. Donc en matière d'intelligence artificielle, on a de très belles boîtes, mais il y a aussi des besoins de structuration de la supply chain de manière générale. Et nous, au travers de ce qu'on fait sur le campus cyber, avec justement les collaborations que l'on va mettre en place, etc., mon espoir secret, c'est qu'on puisse apporter une preuve de concept qui puisse être développée dans d'autres secteurs du numérique que la cybersécurité au sens strict. Donc il y a aussi le quantique et voilà.
Et ben voilà, justement, la question de la fin de cet épisode. Est-ce que vous vous préoccupez du post-quantique, enfin du quantique? La réponse est oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ce sujet? Alors je me mets dans les pas de l'ANSSI qui a beaucoup produit sur la question. L'ANSSI qui est un des acteurs très importants évidemment du campus, je le rappelle. Le message, c'est un petit peu toujours le même. C'est à la fois un message de préparez-vous à cette révolution de l'ordinateur quantique qui va mettre en échec à un moment donné, on ne sait pas donner de date exacte, mais qui va finir par mettre en échec les algorithmes de chiffrement du système nerveux, en fait, des systèmes de paiement, de tout un tas d'infrastructures stratégiques en France. Donc préparez-vous du côté de la demande d'une certaine manière et faire en sorte du côté de l'offre qu'on soit nous-mêmes en capacité d'apporter les réponses industrielle à cette problématique de la cryptographie post-quantique. Alors là, pour le coup, en France, c'est merveilleux parce que dans le secteur quantique, on a des boîtes extraordinaires, que ce soit des grands groupes ou des startups ou des PME. Donc on a un écosystème qui a commencé à se structurer sur ces questions, qui est encore dans la course au plan technologique et qui peut donc travailler avec les acteurs de la demande et les acteurs de la recherche de manière vraiment très étroite. Donc ça, c'est encore une fois un thème, même si on devait choisir de l'écarter, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, c'est un thème qui s'imposerait à notre agenda en cybersécurité. Eh bien, merci beaucoup Geoffrey Célestin Urbain, président du Campus Cyber National, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup Leslie. Merci aussi à Aurélien Rouby, aux équipes du Campus Cyber et du Salon CBC à Toulouse pour l'organisation de cet enregistrement. Longue vie au Campus Cyber et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.